Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue... Non, on peut plus dire la perme, c'est plus vraiment la perme maintenant. Bon, on dit ce qu'on veut, c'est la perme. Bienvenue sur le live de Parole d'honneur. Voilà le live de lundi soir. On a un gros programme ce soir, on va faire 2 plateaux. On va faire un premier plateau avec Jean-Marc Chiappa, qui est militant du POI, qui est déjà venu plusieurs fois sur le plateau, donc merci encore d'être encore avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Bonjour. Et donc on fait un premier plateau avec Jean-Marc Chiappa, Yazid et Youssef Boussouma. Et ensuite on fera un second plateau avec les étudiants de Sciences Po qui ont été exclus suite à une petite mobilisation pro-palestinienne. Donc on va revenir, parce que c'est assez intéressant ce cas-là. Ouais. On va revenir pourquoi est-ce qu'ils se sont mobilisés et pourquoi est-ce qu'ils sont exclus, les pauvres. Donc ils sont en bas dans les studios et ils vont monter tout à l'heure et on restera avec Yazid et Youssef. Et en attendant, on va parcourir plein de sujets d'actualité. Donc j'espère qu'on aura le temps de parler de plein de choses très librement. Exactement. Youssef Boussouma, comment ça va? Attends, ça te demande c'est quoi le POI déjà? Ah, le POI. Jean-Marc. Je le dirai. Hein très bien. Youssef, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Tu voulais faire passer un petit message? Oui, bien sûr, je voulais adresser un grand salut, un fraternel salut à tous les militants de tous les comités palestiniens de France, et notamment à ceux d'Urgence Palestine de Chambé, de Chambéry, qui est un comité extrêmement actif. Un comité donc extrêmement actif où Ouria Boutelja est allé encore récemment et où j'étais déjà allé, où nous allons retourner. Donc c'est un comité aussi qui nous suit, donc merci à eux. Et je tiens à les féliciter parce qu'ils font un travail remarquable à tout point de vue, ils sont très organisés. Et franchement, ça fait plaisir. Alors, il y a d'autres comités. Il y a le comité de Strasbourg, le comité de Marseille. Et on consacrera, on disait, une émission, un de ces jours, à tous ces comités palestiniens. Tu viens de décider unilatéralement. Je viens de le décider en toute démocratie. En toute démocratie. On a voté il y a 2 minutes. Voilà, c'est bon. T'étais pas là, c'était dans les escaliers là-bas. Et donc, du coup, en toute démocratie, je décide que il y aura donc un... Non, mais c'est intéressant de faire un petit peu le récapitulatif de tous ces comités de Palestine qui est en France, Urgence Palestine, il y en a d'autres aussi. Donc en l'occurrence, celui de Chambéry, c'est un comité d'Urgence Palestine et qui est vraiment dynamique et sur lequel pas mal pourrait prendre modèle. Alors voilà, donc je tenais aussi à montrer les très beaux t-shirts qu'ils font. Ceci n'est pas un placement de produit. C'est pas une collaboration commerciale. Voilà, donc très très beau. Alors j'attends vos acclamations là. Bravo. Voilà, qu'ils nous ont offert à Ouria. Et donc aussi, ça adresse un salut à nous. Donc voilà, merci beaucoup. Et aussi, merci aussi à tous les autres comités palestiniens. Prochainement, on aura l'occasion de revenir sur tout cela. Merci. Super. Yazid, comment ça va? Salam, ça va très bien. Bon Ramadan. En 3e jour du Ramadan Moubarak. Merci. Ah oui. Sahaf Tolkoum, les gens. Ouais. Sahaf Tolkoum. Bah oui. Parce que on vient de faire le tour et on fait l'émission directe. Ouais, exactement. Les gens, non, ils arrêtent de travailler avant. C'est ça. Jean-Marc, militant du POI, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le POI pour les internautes? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un train demain midi, donc je vais quand même pas prendre en 2 mots. Parti ouvrier indépendant, ce que la presse qui ne nous aime pas qualifie de lambertiste, donc ça déjà tout est dit, presque. Nous sommes dans la France insoumise, nous sommes... Parti Pas encore. C'est pas... c'est par exemple à ce titre de militant POI que j'ai eu la chance, le plaisir de participer au colloque Les Tours et les Bourgs et voilà, et c'est à plusieurs reprises je suis venu ici et j'espère que je continuerai à venir. Avec plaisir. Soit moi, soit certains de mes camarades. Avec plaisir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va commencer les gens, on a vu Soso Manège, on a vu. Encore Soso Manège, on y travaille. On va commencer les gens avec le petit sujet Jean-Michel Apathy. Ah, le grand sujet. Ouais, le grand sujet, à partir duquel on va parler de pas mal de choses. Donc, il a fait polémique, on peut le dire. Il a fait polémique parce qu'il s'est exprimé au micro de RTL. Et il a comparé, on va y revenir, ce que ça veut dire comparer, mais il a comparé les massacres d'Oradour-sur-Glane, donc par les nazis, au massacre pendant la colonisation en Algérie. Donc on va revenir sur tout ça tout à l'heure. Est-ce qu'on peut mettre le petit extrait d'abord? Yes.
Et ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre, Vous comparez ça? le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie, Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. on a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis de la conquête vous vous en rendez compte Algérie. ce que vous dites? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est Combien comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais Alors moi, des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie. Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes? Combien de femmes, d'enfants? Mais, on n'a pas mis des mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête de l'Algérie par la France. Vous voyez, j'ai Mais quand même vous ne les la connaissez chakras pas du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. Le peuple français, ce que vous venez de faire, c'est horrible de comparer ça au nazisme. Les derniers grands massacres qu'a connu l'Algérie, ils ont été commis par les islamistes dans les années 90. C'est d'ailleurs ce que dénonce Kamel Daoud, Boualem Sansal. Et Boualem Sansal, c'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être emprisonné par un régime. C'est bien, on va parler de tout ça. Sans que d'ailleurs, ça ne gêne un certain nombre d'intellectuels de la gauche bien pensante. Moi, au contraire, ça me gêne beaucoup. Et j'espère qu'un jour, ce malheureux sera libéré parce que les libertés d'expression, c'est ça qu'on devrait défendre. Mais vous avez raison, le régime algérien, aujourd'hui, utilise le passé colonial, justement, plutôt que de dénoncer ce qui s'est passé avec l'islamisme radical et le terrorisme islamiste dans les années 90. Alors, en faisant ça, vous venez cautionner justement une propagande qui est instillée par le régime algérien et qui crache sa haine contre la France matin, midi et soir, jusqu'à dans son hymne national. Il faut séparer les périodes historiques. Que ces gens-là, ce régime est un régime ennemi, qu'il faut durcir le ton, mais qu'en même temps, il faut qu'on ait enfin une ligne diplomatique. Si l'un d'entre vous arrive à me dire quelle est la ligne diplomatique d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, depuis qu'un jour il va faire des courbettes à Algérie, le lendemain au Maroc, qu'il espère restaurer des liens avec l'Afrique, puis finalement qu'il change d'avis, je ne sais pas comme ça qu'on arrivera à obtenir quoi que ce soit de la part de n'importe quel régime. Moi, ce que... Oh là là, que c'est beau. Il est dingue cet extrait. C'est pour ça que je t'ai dit mets-le en entier, parce que franchement, il est complet. C'est un discours de guerre. Hein. Moi, ce que ça m'évoque, je suis pas surprise quand je vois cet extrait, parce que d'un côté, je connais Jean-Michel Apathy, et d'un côté, je connais aussi les autres. Et quand Jean-Michel Apathy, il dit ça, moi je sais que Jean-Michel Apathy, il connaît l'histoire de la colonisation en Algérie, il connaît l'histoire des enfumades, il connaît l'histoire de Bugeaud, il en a beaucoup parlé, c'est pas la première fois qu'il parle de ça. Il connaît l'histoire de la Seconde Guerre mondiale aussi, de Radour-sur-Glane. En revanche, moi je sais que les autres ne connaissent pas tout à fait. Ça par contre, je pense qu'ils ne connaissent pas tout à fait. Et d'ailleurs, la période de la colonisation en Algérie, c'est une période qu'on connaît pas tout à fait. On connaît mieux la décolonisation. Et encore, par exemple, les massacres du 8 mai 45, Sétif, Guelma, etc., on les connaît pas trop. On les commémore pas en France. Tout à fait raison. On les commémore pas en France. Donc moi, c'est à ce titre-là où je suis pas surprise. Je me dis, il y en a qui connaissent l'histoire et qui l'assument, et il y en a d'autres qui l'assument pas. Et la question que pose cet extrait-là, c'est est-ce qu'on peut comparer les crimes des colons aux crimes des nazis? Et ça veut dire quoi comparer? Parce qu'on en parle toujours quand on parle de la Shoah. Ça veut pas dire que on met toujours tout à équivalence, que ça c'est égal à ça, que ça c'est pire que ça. Ça veut pas dire ça. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'on a le droit de comparer en histoire? Et qu'est-ce que ça veut dire de comparer? Voilà. Déjà, vite fait, ça me rappelle... en fait, il y a eu exactement les mêmes chocs avec Claude Icière. Parce que exactement. Finalement, il avait fait ça, il avait comparé à l'esclavage, quelque chose de la Seconde Guerre mondiale, comme on peut pas à la déportation, voilà. Ouais. Donc 2 crimes commis par les nazis contre 2 crimes commis par l'Occident contre une autre population. Et là, encore une fois, c'était impossible d'entendre ça. Il faut toujours que la Seconde Guerre mondiale et les nazis soient spécifiques dans l'histoire, qu'on ne puisse pas les raccrocher à la longue histoire coloniale de l'Occident, quoi. Jean-Marc, plusieurs choses. Tout d'abord, je pense qu'il faut être d'une clarté absolue et apporter un soutien total à Jean-Michel Apathy. Dans les colonnes d'information ouvrière, le journal du POI, nous avons dit la chose suivante: les choses simples doivent être dites simplement. Jean-Michel Apathy a raison. Point. Cela pose 3 problèmes qui se rejoignent. Le premier problème, c'est la liberté du journaliste. Est-ce qu'un journaliste a le droit de s'exprimer ou est-ce qu'un journaliste doit être sous contrôle? Jean-Michel Apathy
comme tous les journalistes, a le droit de s'exprimer. Et il y a un certain nombre de points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Jean-Michel Apathy. C'est la vie, c'est la démocratie, etc. Donc, je le dis d'autant plus tranquillement que Jean-Michel Apathy est un des rares, pour ne pas dire le seul, à avoir expliqué que lors de l'assassinat du préfet Erignac, ce n'est pas Yvan Colonne qui a assassiné le préfet Erignac, mais il a démontré, de manière extrêmement intelligente, comme il sait le faire, que c'était une machination politico-policière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la vérité, la réalité des choses. Est-ce qu'il y a eu des massacres colonialistes pendant la conquête de l'Algérie? Oui. Non seulement les historiens comme Rouchot, comme Olivier Lecourt-Grandmaison, comme beaucoup d'autres l'ont expliqué, mais les témoins de l'époque l'ont rédigé. Julliard, etc. Le journal Le Times de 1845 parlait de massacre. Donc le terme massacre, ce n'est pas une invention d'Apathy, ce sont les contemporains. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et à partir de là, on en vient sur cette discussion qu'on commence à avoir sur... il dit que ce que l'armée nazie a fait, c'est de même nature que ce que l'armée colonialiste a fait. Oui, il ne dit pas effectivement que c'est parfaitement identifiable, etc. Il y a un article dans Le Figaro il y a quelques jours qui dit oui, mais on ne peut pas comparer parce que l'armée nazie à Oradour, c'était une armée qui était en recul, etc. D'accord. L'armée nazie parlait allemand, les troupes de Bugeaud ne parlaient pas allemand. Si on considère que toute comparaison veut dire identification, on ne s'en sortira pas. Mais, c'est quoi le nazisme? Fondamentalement, le nazisme, c'est l'introduction dans la vieille Europe des mœurs colonialistes. C'est d'une brutalité, ce que je viens de dire est d'une brutalité. Et je vais m'appuyer sur quelque chose, qui est que la notion d'espace vital, qui est une notion essentielle dans le nazisme, c'est une notion que Hitler avait empruntée à la conquête de l'Ouest, au Far West, dont il se revendiquait régulièrement. Donc, il pratiquait avec les populations d'Europe orientale ce que les colons et Custer et les autres ont pratiqué par rapport aux Indiens. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, et je suis désolé d'être bavard, le troisième problème, c'est la nature des débats qui ont lieu dans ce pays actuellement. Quand on regarde les choses, Apathy a donné un point de vue fondé, historiquement et scientifiquement, tout le monde lui est tombé dessus. Notre ami Rima Hassan a expliqué un certain nombre de choses. Un certain nombre de personnes ont falsifié, ont truqué, ont déformé ce qu'elle a dit, pour inventer des choses qui sont de l'ordre de la terreur politique. Parce que menacer quelqu'un d'échange de nationalité, alors que c'est techniquement extraordinairement compliqué, c'est de la... Mais il n'y a pas que cela. La vie fait que je suis, dans d'autres activités, en relation avec un universitaire qui s'appelle Philippe Portier, qui a fait une longue analyse sur l'état de la laïcité actuellement, dans lequel il dit que la laïcité, actuellement, il y a une laïcité de coopération. Il ne fait que décrire un phénomène. Des gens qui sont proches du printemps républicain lui ont tombé dessus en disant « c'est ça qu'il veut ». C'est un faux ami de la laïcité. Et ils ont mis une série de personnes comme faux amis de la laïcité. J'ai la chance d'en faire partie, c'est un plaisir. Donc, et dernier exemple sur cette manière avec laquelle les débats n'ont pas lieu. Ce qui arrive depuis quelques heures à notre amie Ouria. Elle a expliqué, je trouve intelligemment d'ailleurs, dans le colloque Tour-et-Bourg que je viens d'évoquer, elle a cité un théoricien nazi, un théoricien avec tous les guillemets qu'il faut, Strasser. Elle l'a cité. Et un certain nombre de personnes commencent à dire « elle a cité un théoricien nazi pour décrire un phénomène, donc c'est une nazie ». Ça veut dire que maintenant, vous êtes un journaliste, vous décrivez un assassinat, vous êtes complice de l'assassinat. C'est la bonne rhétorique de Valls. Si tu expliques, tu excuses. C'est une méthode de terreur idéologique, de terreur politique, de totalitarisme qu'il faut vraiment dénoncer non seulement dénoncer avec force, mais y compris sur chaque ami, même si ce n'est pas un ami d'ailleurs, qui est victime de ces mœurs, il faut être solidaire et il faut combattre et il faut récuser cette fausse
méthode de discussion qui est une méthode de stigmatisation permanente. J'ai été un peu trop long, je m'en excuse humblement. Non, c'est bien. Et pour revenir sur ce que tu dis, c'est vrai que l'ARCOM a été saisi et a ouvert une instruction justement pour déterminer si la radio RTL a manqué à ses obligations. Mais à quel niveau tu veux Non, dire en laissant parler à Paty comme ça. En laissant parler à Paty comme ça. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je l'ai compris. Incroyable. Alors, juste pour, si je peux me permettre. Ouais, Youssef. Oui, ce que tu disais, tu as tout à fait raison, Jean-Marc, de préciser cela. C'est qu'aujourd'hui, c'est simplement la liberté d'expression qui est en cause. La liberté d'expression pour ceux qui ne sont pas, justement, qui sont des opposants politiques. Ou simplement qui nuancent politiquement les choses. Hein, l'espèce de fatras idéologique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Toute personne qui nuance là, il faut comprendre une chose, c'est que la fascisation, ça commence comme cela. Ça commence par essayer de faire taire les voix discordantes. Et tu as tout à fait raison de faire remarquer que la première des choses, c'est d'abord la liberté d'expression, tant qu'effectivement cette liberté d'expression n'est pas attentatoire au respect. Et là, je pense que aussi bien Rima Hassan que Paty, etc., ou Ria Boutelja, c'est un peu comme si... concernant citer un ex-nazi, c'est comme si on disait, vous savez la fameuse phrase de Goebbels, prenez un mensonge. Il le fait. Oui, bien sûr, la fameuse phrase de Goebbels, vous prenez une vérité, vous prenez un mensonge, vous prenez un mensonge et vous le martelez jusqu'à ce que ça devienne une vérité, quelque chose comme ça. Donc si vous citez cela, Trump dit un truc du genre aussi. Oui, bien sûr, il le fait, oui, bien sûr. Donc voilà, donc vous êtes nazi. Non, faut être un petit peu sérieux. Je voudrais juste revenir sur ce que dit Paty, sur la comparaison. C'est même pas une comparaison, c'est une mise en situation. Et tu as tout à fait raison, Jean-Marc, il n'y a pas deux situations dans l'histoire de toute façon qui soient équivalentes. Donc c'est stupide. Il y en a pas deux. Alors peut-être, attends, un truc qu'on n'a pas fait, désolé de t'interrompre. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est Oradour-sur-Glane ? C'est ce que j'allais faire. Ah, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Donc Oradour-sur-Glane, c'est un village donc, du sud-ouest, enfin du Limousin. Et c'est un village du Limousin. Et que se passe-t-il ? On est quelque temps après le débarquement en Normandie, après le 6 juin 1944, et donc la résistance française s'active et pour d'abord une chose, pour retarder l'arrivée des renforts allemands vers le lieu du débarquement. Et c'est le cas notamment de la division Das Reich qui opérait de façon absolument violente, et ce que l'on peut savoir d'une division nazie, c'est une division SS. Donc une division blindée SS, ça veut dire que c'est vraiment plusieurs milliers de soldats avec des chars, etc. Donc les résistants multipliaient les actions contre les unités allemandes qui remontaient vers le lieu du débarquement pour s'opposer au débarquement. Et la Das Reich, cette division, a été accrochée dans pas mal d'endroits, notamment du côté de Tulle, et où là des pendaisons terribles vont avoir lieu, des partisans vont être pendus, etc. Et pour se venger des actions de la résistance, eh bien, la division Das Reich va commettre un certain nombre de méfaits, notamment dans le village d'Oradour. Et dans ce village d'Oradour, eh bien, effectivement, la population du village, alors je ne sais plus exactement combien, mais bon, plusieurs centaines. Plusieurs centaines, ouais. Ouais, plusieurs centaines, vont être, il y a eu très peu de survivants, va être exterminés, les hommes vont être mis de côté et fusillés, et les femmes, les enfants vont être regroupés dans une église, une église ou aussi une grange dans différents endroits, entre autres une église, et on va mettre le feu à l'église, donc ils vont être brûlés vifs. Voilà, et ça fait partie des lieux. Il faut d'ailleurs savoir que dans cette division Das Reich, il n'y avait pas que des Allemands, il y avait de bons Français, des Alsaciens lorrains, ceux qu'on appelait les malgré nous, et qui étaient donc officiellement en relais de force. Et la situation va être telle que pendant très longtemps, eh bien le département, enfin la région du Limousin va refuser d'avoir toute relation avec l'Alsace. Attends, vite fait, Rocher qui dit il y a eu des Oradour-sur-Glane, il y en a eu des centaines dans l'Europe de l'Est aussi. Alors en Europe de l'Est, ça aussi on l'oublie. Alors là, en Europe de l'Est, c'est pire encore, puisque il y a un film, très beau film, qui s'appelle Va et regarde, où l'autre titre c'est Requiem pour un massacre, que je vous conseille vraiment, qui fait l'état des lieux là-dessus. Simplement en Biélorussie et en Ukraine, surtout Biélorussie Biélorussie, donc le Bélarus, et l'Ukraine, il y a eu, je crois, des 600 ou 700 villages qui ont subi ou peut-être plus encore, qui ont subi exactement le sort d'Oradour, que l'on voit dans le film d'ailleurs. On voit dans le film, c'est exactement la même chose qu'à Oradour. Dans ce film, Va et regarde. Voilà. Et en Grèce et en Pologne. Oui, et en Grèce et en Pologne, ça a été effroyable. Donc là-dessus, c'est une chose.
Maintenant, l'Algérie. L'Algérie, et tu as eu tout à fait raison Jean-Marc de citer Hitler qui était un féru d'histoire coloniale. Il faut lire comment le bouquin de Sven Nykvist, Exterminer toutes ces brutes, où il fait le point justement sur ce lien qu'il y a entre l'histoire coloniale et le nazisme. Adapté en film sur Arte par, j'oublie son nom, Raoul Peck. Oui, Raoul Peck, exactement. Et dans ce livre, Sven Nykvist explique bien comment le lien qu'il y a entre l'histoire coloniale et le nazisme. Tu as raison de le dire. D'ailleurs, Hitler était tellement féru de ces illustrés qu'il y avait déjà à l'époque, dans les années 1, dans les années... Ouais, dans les années 20, qu'il va donner le nom de Nuit des longs couteaux à l'extermination des SA. Pourquoi Nuit des longs couteaux? Pourquoi ce nom? Les longs couteaux, c'était le nom que les Indiens donnaient à la cavalerie américaine. Et c'est un terme qu'on retrouve dans les westerns à l'époque, dans les bouquins, les comics, ce qu'on appelle des comics. Hein. Donc il va même reprendre ce terme, de Nuit des longs couteaux pour voilà. Donc un terme qui est directement tiré des comics, des très peu comiques, mais bon, des bandes dessinées qu'il lisait, de l'histoire coloniale. Donc voilà, donc il y a un lien qui est fait. L'Algérie, selon tous les chroniqueurs de l'époque. Et pas des chroniqueurs d'extrême gauche, évidemment. Hein. Eh bien, même des généraux. Même des généraux, même qui l'avouent, ils l'avouent complètement. Aujourd'hui, nous avons détruit des dizaines de charmants villages avec leur culture, etc. Nous avons exterminé la population. Et puis, il y a la directive que donne, parce que c'est pas des faits isolés, la directive que donne Bugeaud. Lorsqu'il y a les... Voilà. Alors, à quoi s'est livrée l'armée française? Donc, non seulement à l'extermination de populations entières, mais il se trouve que les populations, lorsque l'armée française venait, eh bien, ces populations allaient se cacher dans les grottes. Abri naturel, où elle pensait être à l'abri. Et elle n'était pas du tout à l'abri, puisque du coup, eh bien, à la suite de ce que fera Cavaignac, c'est peut-être Cavaignac, Pélissier, Saint-Arnaud, tous les généraux français, sous les ordres de Bugeaud, les ordres étaient stricts. Donc ça n'a pas été des actes isolés, ça a été une politique générale d'éradication de la population algérienne, dans les grottes de Delara ou dans d'autres, dans ma région également, dans l'Ouest, on a beaucoup de ces lieux, de ces grottes où les gens vont maintenant en pèlerinage, parce que c'est terrible, parce que donc la population était enfermée, toute la population était dans la grotte, avec le bétail. Avec le bétail, évidemment. Donc, ils se croyaient à l'abri. L'armée française arrivait, elle repérait les grottes et elle bouchait hermétiquement les grottes avec des rochers, et ensuite on allumait des feux de paille. Quand vous faites ça, les feux de paille absorbent toute l'oxygène de la grotte, et les gens meurent étouffés, le bétail aussi. Et imaginez les bêta-cornes qui ruent contre la population de l'obscurité, qui les massacrent. C'est épouvantable, les femmes, les enfants, etc. Ça, c'est pas des oradours, ça. Mais les historiens comparent ça un peu aux chambres à gaz. Mais exactement, c'est les premières chambres à gaz. C'est étouffé avec... Bien sûr. Ça s'appelait des enfumades. Oui. Alors on appelle ça les enfumades. Et on dit que les chambres à gaz, c'est l'industrialisation, justement, de pratiques comme les enfumades. Mais exactement. Et lorsque les grottes ont été ouvertes, parce que progressivement, eh bien, on trouve dans ces grottes les squelettes de tous ces gens et du bétail. Et on a des gens empalés avec les cornes, des vaches, etc. Et des taureaux qui étaient. C'était absolument un spectacle effroyable. C'était un spectacle absolument effroyable. Et il faudrait que ces gens-là aillent faire un tour en Algérie, dans ces grottes. Ces gens qui pensent que non, qui minimisent. Ah, la France a-t-elle fait ça? Mais je vais dire une chose, c'est effroyable, mais à une échelle industrielle. Et à tel point que cette politique délibérée, eh bien, aboutit, et j'aimerais juste lire 2 lignes de quelque chose de l'époque, comment cette politique délibérée était destinée, non pas simplement à se venger de combattants, etc., mais à éradiquer une population, à l'exterminer. Et dans une dynamique de nettoyage ethnique. Alors complètement. D'ailleurs, c'est dit. Tout ce qui ne rampera pas à nos pieds sera exterminé. C'est ce que disent les généraux. Mais c'était normal à ce moment-là. Ils venaient d'exterminer les Indiens. Je veux dire. Absolument. C'était au 19e siècle. C'était pour les colons. D'autres peuples ont subi cela. Voilà. La population de la Tasmanie a été exterminée à 100%. Je dis à chaque fois. On ne sait même pas à quoi ressemblaient les Tasmaniens. La dernière Tasmanienne est morte dans les années 20, je crois. Elle était bonne. Mais voilà, des populations entières ont subi ça. Pas uniquement les Algériens. C'est pour ça que je dis souvent que les Algériens, c'est un peuple rescapé, d'une certaine façon, mais vraiment rescapé. Alors écoutez ça.
cette politique d'extermination, alors c'est repris, le cours Grand Maison dans Coloniser, exterminer, revient sur tous ces faits, tous les historiens, comment on disait Stora, pas forcément Stora, mais il ne s'est pas tellement intéressé à cette période, mais des tas d'autres historiens l'ont fait, français, mais aussi Alain Ruscio. Notre ami Alain Ruscio. Alain Ruscio, on peut faire une blague sur ça. On veut inviter Alain Ruscio sur le livre, mais la vérité c'est que le livre est tellement long qu'on ne l'a pas terminé. Mais quand on l'aura terminé, je vous promets qu'on essaiera de l'inviter pour en parler. Oui, voilà. Il vaut vraiment la peine. Et alors. Ouais. Il est sorti il y a quelques mois aux éditions La Découverte sur la conquête de l'Algérie. Il est extraordinaire ce livre de Ruscio. Moi, je l'ai pas encore lu comme ça, mais enfin, je l'ai feuilleté. Oui, tu vas lire, Youssef. Je l'ai feuilleté. T'as calé un meuble, une bibliothèque. Je l'ai feuilleté. Alors, la crise démographique est telle. La crise démographique en Algérie est telle. Donc attends, qu'est-ce que tu nous lis là? Alors, c'est un rapport de l'époque du 19e siècle. Hein. La crise démographique est telle que dans une étude démographique de plus de 300 pages sur l'Algérie, alors on est aux alentours de la fin du 19e, hein, donc aux alentours de 1880, je crois, le docteur René Ricou, chef des travaux de la statistique démographique et médicale au bureau de statistique du gouvernement général de l'Algérie, prévoit tout simplement la disparition totale des indigènes algériens. C'était quelque chose qui était dans l'ordre des... Voilà, ils vont disparaître. Ouais. Et le phénomène est interprété comme une conséquence des opérations militaires françaises, mais aussi des conditions nouvelles imposées aux indigènes, dont les caractéristiques les condamnent à une, je cite, à une lente mais inéluctable disparition. Les caractéristiques indigènes. Mais bien sûr, c'est le darwinisme appliqué à l'espèce humaine. Mais c'est absolument effroyable. Pour le professeur Ricou, comme pour nombre de ses contemporains, des milieux scientifiques influencés par les théories darwiniennes, une loi de la sélection naturelle voue les races les plus faibles à disparaître devant les races supérieures. Et ça, c'est tiré de la démographie figurée de l'Algérie, Paris, Masson, 1880. Donc ce que je veux dire, c'est que non. Bien évidemment que c'est tout à fait comparable. Alors, pas à terme, mais bien évidemment qu'il y a une volonté éradicatrice. Mais bien évidemment. Oui, ici, directement, le darwinisme, les nazis s'en sont réclamés. Mais exactement, les nazis, c'est aussi du darwinisme dont ils se réclamaient. Alors voilà ce que je veux dire, c'est que on est quelque chose que cette personne, la journaliste, je ne sais pas comment elle s'appelle, la blonde là, je doute fort qu'elle connaisse ça, mais elle prétend connaître. En fait, elle a un propos qui est complètement idéologique. Son seul objectif était d'embrayer aussitôt contre l'Algérie d'aujourd'hui et les massacres, etc., et de détourner le feu vers autre chose, pour ne pas assumer la réalité historique. Et Jean-Michel Apathy, non seulement il a raison, mais il est encore loin du compte. Parce que non seulement il y a eu ces enfumades, mais il y a aussi des noyades, il y a eu énormément de procédés par lesquels l'extermination du peuple algérien était en cours. Ouais, Yazid. Non, c'est juste vite fait, mais c'est juste parce que ça me rappelle un truc. Il me semble que tous ces généraux-là, après, c'est eux qui ont commandé pendant les journées de juin. Donc en fait, toutes les méthodes qu'ils ont utilisées en Algérie, ils sont revenus les utiliser en France contre le peuple français. Alors, donc c'est un peu l'histoire qui se répète aujourd'hui avec les flics qui réutilisent leurs méthodes. Tout à fait. Ensuite, à chaque poussée révolutionnaire républicaine, on va avoir les mêmes. Les bonnes vieilles méthodes qu'on utilisait dans les colonies, on les applique contre le peuple français. C'est comme les États qui se sont inspirés des méthodes françaises de la torture pendant la guerre d'Algérie dans leur propre répression. Enfin, évidemment qu'il y a des liens. Jean-Marc ? C'est deux choses. C'est exactement sur quoi je voulais insister. C'est qu'il n'y a pas d'un côté la répression colonialiste outre-mer et de l'autre côté totalement différente et lointaine et étrangère, la répression contre la classe ouvrière et les mouvements révolutionnaires. C'est la même chose, faite avec les mêmes soldats, avec les mêmes armes, avec les mêmes généraux. Exactement. Les seuls qui n'ont pas participé à l'écrasement de juin 48, c'est parce qu'ils se sont morts entre-temps. Oui. Autrement, tous les autres y ont participé. Bugeaud va être légèrement... il meurt en 49, si je ne dis pas de bêtises. Deuxième chose, sur l'aspect scientifique, l'utilisation de la science. Tocqueville explique à ce moment-là que la colonisation est une science et qu'il faut remercier, il ne le dit pas remercier, mais ça revient à ça, il faut remercier Bugeaud d'avoir montré comment on pratique la science de la colonisation. Ce qui veut dire que, le débat était public. À cette époque-là, ce n'était pas quelque chose qui s'est fait clandestinement, c'était connu, c'était avéré. Il y a eu des opposants. On peut penser ce qu'on veut du poète Lamartine. Lamartine faisait partie de ses opposants. Oui, un certain nombre de militants socialistes se sont opposés à cela. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été caché. Ça a été connu dès l'époque des faits. Et donc faire comme si Apathy sortait ça de son chapeau, comme un lapin de son chapeau, c'est une escroquerie.
avec une petite chose, entre guillemets. Toujours, et j'ai expliqué ça en 2004, au moment de la loi sur le voile, il faut appeler ça comme ça, ce qui motive tous ces gens-là, c'est purement et simplement la revanche de la guerre d'Algérie. Bah oui. Oui. C'est d'une simplicité. Le seul pays qui a eu son indépendance suite à une guerre révolutionnaire, c'est l'Algérie. Il faut le faire. On en reparlera quand on discutera des accords, enfin j'espère. Mais c'est ça. La logique, elle est faire rendre gorge au peuple algérien et à l'État algérien. Quoi qu'on puisse penser de l'État et du gouvernement algérien, c'est une autre discussion. Oui, tout à fait. Alors j'aimerais juste finir par citer Montagnac, l'un des plus cruels de ces généraux, celui qui justement va développer, pas le seul, avec Pélissier et les autres. Alors Montagnac, ce grand démocrate français avant l'heure, François-Joseph Lucien de Montagnac, officier durant la conquête, donc lettre dans Lettre d'un soldat, hein, donc c'est lettre parce que ils se vantent de tout ce qu'ils font, ces gens-là en plus. Hein. Ouais, alors, en fait, à cette époque-là, c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal. Ils sont en train d'assiéger le monde entier. C'est des sauvages, etc. Alors il dit cette chose tout à fait intéressante, donc il raconte ça pour se vanter, il raconte ça à sa fiancée. Pour chasser les idées qui m'assiègent parfois, je fais couper des têtes. Non pas des têtes d'artichauts, mais des têtes d'hommes. Et vous avez un journal de l'époque, réellement, qui montre, mais absolument. Ah oui, oui. Il prenait des indigènes capturés comme ça, et il leur faisait couper la tête, il assistait comme ça, pour le plaisir. Hein, pour le plaisir, je ne sais pas si on voit un petit peu. Je vais essayer de la trouver. Mais c'est assez extraordinaire. Ça veut dire qu'on n'est même pas dans une armée qui est en déroute, comme je ne dis pas que les nazis n'auraient pas fait cela à un autre moment, hein, mais ils l'ont fait, bien évidemment, ils l'ont fait sans arrêt, mais cette population-là, elle est exterminée, même quand elle ne résiste pas. Même quand elle ne résiste pas. Il s'agit de civils que l'on prend, hein, et pour l'exemple, comme cela. Hein, il s'amusait à couper des têtes. Donc il était assis comme ça, et il amenait des prisonniers, puis on leur coupait les têtes au sabre. D'un coup comme ça, ils étaient attachés, puis voilà. Alors ça, c'est quoi ? Je suppose que c'est comme ça qu'on véhicule la civilisation. C'est comme ça que je suppose que le colonialisme français espérait sans doute diffuser les lumières, les fameuses lumières dont il se prévaut, mais c'est une réalité. On voit exactement comment ça se passait avec cette image. Voilà. Oui. Donc c'est un journal de l'époque, je ne sais pas lequel, ça, hein, qui a fait ça. Donc c'est-à-dire que même à l'époque, c'était des choses qui étaient dénoncées également. Pour revenir sur ce que disait Jean-Marc, j'aimerais bien qu'on discute un peu, justement, pourquoi est-ce que les autres membres du plateau ne peuvent pas reconnaître cette histoire-là, justement avec l'actualité, notamment sur l'Algérie, où ça fait un peu référence à toutes leurs angoisses sur la repentance. Vous voulez dire qu'on doit être gentil avec l'Algérie ? Pourquoi ? À cause de la guerre d'Algérie, on doit se repentir encore et que ça va durer jusqu'à quand ? En fait, ils sont dans une dynamique de... Ça va durer jusqu'à quand ? Quand est-ce que vous allez nous lâcher la grappe avec l'Algérie ? Et quand est-ce qu'on va pouvoir redevenir vraiment dominant avec l'Algérie ? Comme s'il ne l'était pas d'ailleurs par ailleurs. Hein. C'est pour ça que je trouve ça pathétique, on en parlait au studio l'autre jour, la façon dont ils agissent avec l'Algérie comme si c'était leur enjeu diplomatique du moment dans le monde. Leur puissance dans le monde va se jouer là sur les OQTF et l'Algérie. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Si vous avez une piste d'éclairage sur tout ça, je suis preneuse. Alors, le plus pathétique, c'est que ce qui s'est passé en Algérie, c'est pas passé qu'en Algérie. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui a raison de le dire. Le Congo, la Côte d'Ivoire. Le Cameroun. Si vous voulez faire la liste, au Cameroun aussi, on coupait des têtes, et pas au 19e siècle, dans les années 70, hein, où la France intervenait encore au Cameroun aux côtés du dictateur de l'époque, et on coupait des têtes que l'on plaçait devant les villages, hein, pour terroriser les populations. À Madagascar, en 1947, on prenait les chefs de village et on les larguait d'avion. On les jetait vivants sur les villages par avion, hein, pour aussi terroriser les populations et leur apprendre à ne pas se révolter. Donc, ça n'est pas que l'Algérie. Ça a été une politique délibérée, globale, générale, systématique contre tous les peuples colonisés. Alors, si après ça on ne comprend pas, on ne peut plus rien. Hein. Oui, mais avec l'Algérie, ils ont un truc. Alors l'Algérie, oui, parce que effectivement, pour une raison simple, à mon avis, que j'ai expliqué, c'est la guerre d'indépendance. Parce que si le colonialisme français fait rendre gorge au peuple algérien et à l'État algérien, le reste du continent suit. Une fois que tu as imposé ta loi en Algérie ou contre l'Algérie ou sur l'Algérie, le reste... C'est pas très important. Le reste suit. Il faut faire payer la guerre révolutionnaire. C'est d'une brutalité insensée.
parce que le reste, les accords de coopération, pas avec l'Algérie, mais avec d'autres pays, ça, le fait que l'armée française soit restée dans les autres pays, ça s'est passé plus ou moins à la bonne franquette, pas en Algérie. Même si les accords d'Évian, il y aurait des tas de choses à discuter là-dessus. Bien sûr. Ça, c'est une autre discussion. Oui, bien sûr. C'est une autre discussion. Mais fondamentalement, c'est la guerre révolutionnaire qui a abouti à l'indépendance, quoi qu'on pense des accords d'Évian, qui a abouti à l'indépendance, et c'est ça qu'il faut faire payer. Autrement, on ne comprend pas cette détestation, cette fixette, pour parler comme les collégiens auxquels j'enseignais. Il y a cet aspect-là qui est, je pense, central. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la France, c'est une puissance de moyenne puissance, qui n'est pas l'empire français. Et donc, face aux États-Unis, la Chine, etc., la France essaie de récupérer, de mettre l'attention sur l'Algérie, OK, on peut les mater, ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils n'ont plus rien d'autre. Ils n'ont plus rien d'autre. Ils n'ont plus d'empire. L'empire français n'existe plus. Ce qui faisait la France, ça n'existe plus. Donc, ce qu'il leur reste, c'est entre guillemets de faire semblant qu'ils ont encore de la puissance en disant non, regardez, on exclut quand même les migrants sous OQTF algériens. Exactement. Alors qu'en même temps, excuse-moi, t'as Trump qui bypass totalement les Européens pour faire la paix directement avec Poutine. Tu vois. Tu veux parler du Vietnam? Quelqu'un dit quelque chose de très judicieux dans le fil. Fait référence à Haïti. Haïti, c'est du même ordre. Pourquoi Haïti est endetté 2 siècles après? Parce que c'est l'indépendance haïtienne, la première république noire au monde qui a abouti à l'abolition de l'esclavage. Ça aussi, il faut le faire payer. Comment dirais-je? Pour moi, qui ai les opinions que j'ai, que l'on connaît, ça montre bien qu'il ne peut pas y avoir de solution de type national dans un pays où on s'arrête. La défaite, le combat contre l'impérialisme ne peut être qu'un combat mondial. Et donc, on ne peut pas s'arrêter. Bien sûr. Autrement, ils reviennent. Je le caricature, je le dis de manière caricaturale volontairement, mais c'est ça. C'est un combat international et un combat internationaliste. Il peut pas y avoir de paix juste avec l'impérialisme. Parce que l'impérialisme vise à la destruction d'un monde, de société et la mise, réellement la mise en esclavage industriel de ces populations. Il ne connaît que le profit. Donc, avoir une situation apaisée avec l'impérialisme, c'est impossible. Quelqu'un fait référence au Vietnam. Et il dit le Vietnam aussi a vaincu. Bien sûr, le Vietnam a vaincu et de façon éclatante. Dien Bien Phu, effectivement. Mais disons qu'il y a 2 choses qui distinguent. D'abord, le Vietnam est loin. Et la France a pris acte quand même du fait que l'Asie, c'était difficile à garder. Et le Vietnam n'était pas une colonie de peuplement. Le Vietnam n'était pas une colonie de peuplement, c'est une colonie d'administration. On exploitait les VA du Vietnam, etc., des choses comme ça. Il y avait des administrateurs, mais ça n'a pas eu le même impact. Et surtout, ensuite, les relations avec le Vietnam ne sont pas du tout du même ordre que la relation avec l'Algérie. L'Algérie est toute proche. Il y a eu une population donc de pieds noirs qui est venue ici. Il y a un syndrome. Et disons que la guerre d'Algérie a été beaucoup plus dure, enfin d'une certaine façon au niveau des sociétés, a été éprouvée beaucoup plus durement en France que la guerre du Vietnam. Et l'impact... Parce qu'en Algérie, en Indochine, c'était pas le contingent. Oui, c'est ça, c'était pas le contingent. Et c'était l'armée de métier. C'était l'armée de métier. Donc l'impact sur les sociétés, tu as tout à fait raison de le dire, Jean-Marc, l'impact sur les sociétés a été totalement différent. Et ensuite, les relations entre la France et l'Algérie n'ont pas du tout été du même ordre que celles entre la France et le Vietnam. Il y a aussi l'impact de l'immigration algérienne en France. Il y a l'immigration, il y a des populations croisées, etc. Voilà, l'Algérie, c'est l'ennemi proche sur lequel on peut taper. Alors, ce qui est stupide de la part du régime français, il faut l'appeler le régime français. Le régime français, ils disent le régime algérien, on va dire le régime français. Ce qui est clair, c'est qu'on ne comprend pas que entre 62 et disons, grosso modo, il y a ces dernières années, personne ne songeait à remettre ça à l'ordre du jour. Et tout d'un coup, ces dernières années, on va remettre en cause l'accord franco-algérien de 68, etc. On ne comprend pas. On le comprend si on sait qu'on se situe actuellement dans une période vraiment de fascisation et que l'Algérie, c'est le dogme principal des fascistes français. C'est la cause principale des fascistes français, de l'OS, de l'Occident qui va donner naissance à Ordre Nouveau, qui va lui-même donner naissance au Front National. L'Occident s'est constitué contre l'indépendance de l'Algérie. Et nombre de gens, et ce qui est incroyable, c'est que nombre de ces gens qui aujourd'hui fustigent l'Algérie sont les descendants politiques de l'OAS,
On est dans un pays qui glorifie le général de Gaulle, hein, on le sait quand même, c'est vraiment l'icône nationale. Donc on se rend pas compte qu'on est avec une classe politique qui a tenté de l'assassiner. Mais bien sûr, exactement, qui se retrouve avec des gens qui tentaient d'assassiner le général de Gaulle, je veux dire, qui étaient complètement contre la République, à tel point qu'ils ont fait un coup d'État. Et le coup d'État, le putsch des généraux d'Alger, d'avril 61, eh bien, était destiné ensuite à prendre le pouvoir à Paris, pas uniquement à Alger. Donc on a une tradition putschiste qui aujourd'hui est en train d'arriver au pouvoir. C'est comme si les descendants de l'OS, finalement, étaient en train de gagner cette partie d'une certaine façon, idéologiquement, c'est absolument ça. Ouais. Idéologiquement, on a des gens qui se réclament, qui sont pas loin de se réclamer de l'OAS. Hein. J'ai écouté une interview de Zemmour la semaine dernière, je crois une longue interview de 2 heures, ou dans un média un peu alternatif sur YouTube. Et c'est très intéressant la façon dont il parle de la politique de Donald Trump par rapport aux migrants, par rapport à la Colombie. Comment il se comporte en fait avec les pays du Sud, et comment est-ce qu'il leur impose, sa politique, le fait de devoir expulser les migrants, vous devez accueillir, recevoir votre population, etc., celle dont on ne veut pas. Et Zemmour parlait de ça avec beaucoup d'admiration. Ah, bien sûr. Il disait il faut s'inspirer de ça, mais je vais pas m'arrêter là. Tout cela, là, quand tu parles de l'Algérie, là, je parle pas de Zemmour, là, je parle de tous ces pseudo-journalistes sur les médias, ils disent la même chose. Ils disent, bah non, il faut faire pression sur l'Algérie. Ouais. Est-ce qu'on est plus faible que l'Algérie ? Ils disent ça, en fait. Ils posent la question, vraiment, ils disent, mais on est plus faible que l'Algérie, là ? On va se faire écraser par les Algériens. Le régime. Avec une chose qui n'est pas du tout une nuance, c'est que Trump a été élu, Zemmour... pas encore. Non, il est loin de là, parce il est loin de là. Et il faut revenir à pourquoi Trump fait ce qu'il fait. Parce que pour l'impérialisme américain, le principal impérialisme, je n'ai pas dit le super-impérialisme, est dans une impasse absolue. Il faut faire des économies sur absolument tout. Il licencie des fonctionnaires à tour de bras, etc. Le seul petit problème, c'est qu'à force de vouloir faire des économies sur absolument tout et de vouloir s'opposer à absolument tout le monde, c'est la meilleure solution pour coaliser le monde entier contre soi. Et contrairement à ce qu'on peut croire... Avec les taxes, etc. Contrairement à ce qu'on peut croire, Trump n'est pas le super, combattant qui va permettre que America great again. C'est l'inverse. Il est beaucoup plus proche de la chute de l'Empire romain que de George Washington. C'est la théorie de Youssef aussi. Absolument. La chute de l'Empire américain. Bah oui. Est-ce que c'est étonnant? Est-ce qu'il nous reste, on prend encore un peu de temps pour parler de l'Ukraine avant d'avoir les étudiants. On se prend 10 minutes rapides pour parler de l'Ukraine. Il y avait juste deux mots sur une question. Il y a quelqu'un qui dit, effectivement, en Algérie, c'est pendant la colonisation, hein, on demandait aux Algériens, entre autres, de spolier les biens des Juifs et qu'ils auraient refusé. C'est absolument vrai. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Pétain a mis, évidemment, à spolier tous les biens juifs. Tous les biens juifs des Juifs d'Algérie, les Juifs ont été déchus de leur nationalité, comment abolition, comment du décret Crémieux, etc. Et les biens des Juifs ont été captés par l'État et qui, comme en France, regardez le film, le film, ça va me revenir, Monsieur Klein, l'excellent film Monsieur Klein qui parle de cela. Donc les biens ont été mis en vente. Les biens des Juifs ont été mis en vente en Algérie. Hein, et on a eu des appels, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites maintenant. L'autre jour, il y a eu un colloque où cela a encore été rappelé par une universitaire. Et les musulmans ont absolument refusé d'acheter. Et c'était des appels dans les mosquées où on disait aux gens, n'achetez pas les biens des Juifs. Non pas parce qu'on n'aime pas les Juifs, hein, mais ce sont nos frères, etc. Ils sont dans une sale situation aujourd'hui, on les a mis dans cette situation, et c'est un péché que d'en profiter pour acheter leurs biens, etc. etc., etc. Et ces biens juifs n'ont jamais été achetés par les musulmans. Hein, et de même façon que les musulmans n'ont pas du tout collaboré avec les autorités, avec le fascisme pétainiste en Algérie, alors qu'on aurait pu penser, vu la colonisation, vu que le décret Crémieux avait séparé les populations, etc., qu'il y avait un ressentiment qu'aurait fait, eh bien absolument pas, absolument pas. Ça c'est très important à signaler, hein, pour tous ces menteurs qu'il y a actuellement et qui prétendent que les Algériens auraient été... Au contraire, c'est le contraire, ils ont refusé de marcher dans les combines antisémites. Il y a des tas de témoignages, par exemple, il y a ce grand résistant, hélas méconnu... Aboulker, non ? Absolument, oui, et Paul Ruff.
Je suis en train de faire un bouquin sur Paul Ruf. Ah oui. Et faudrait faire un format Jean-Marc et Youssef. Et Aboulker explique qu'il n'a José. Je connais des gens de sa famille. Et José explique que il n'y a jamais eu une communauté qui a réagi comme la communauté musulmane. Et il le dit comme ça dans son témoignage sur un texte de 1995. Il y a cela, donc du coup tu m'as coupé la chic, Youssef, mais c'est pas grave. Désolé. Et la célèbre phrase de Giraud, du général Giraud, ce grand héros démocrate, le juif à l'échoppe, l'arabe à la charrue. Oui, c'est ça, exactement. Un grand démocrate, parce que lui était pour le maintien de l'abrogation du décret. Mais bien sûr, décret Crème. Les Américains préféraient Giraud à De Gaulle. Hein, bigre. Tout à fait. Mais par ailleurs, Giraud, c'est un général qui avait une réputation de grand chef militaire, alors que c'était une crêpe absolue. En 1940, il est tellement parti vite à l'assaut des troupes allemandes qu'il ne s'est pas rendu compte que tout le reste de son corps d'armée était totalement, abandonné, et que lui était tout seul et qu'il s'est fait, il était prisonnier comme ça, comme on cueille une marguerite, quoi. Mais c'était une vedette. Et d'ailleurs, Joseph Aboulker était très intéressant parce que c'est un de ceux qui a dénoncé les fours à chaud dans lesquels on a brûlé les corps des Algériens après le 8 mai 45 dans le film. Hein. Et c'est un de ceux qui a dénoncé cela. Et c'était un grand résistant à Alger. Les deux frères Aboulker, l'équipe d'Yves de Chézel, l'équipe de Camus, tous ces... Je vois que nous avons... Chers amis, je suis face à un dilemme là. Alors, je me dis, est-ce que je vous lance sur l'Ukraine ou pas? Parce qu'il y a ceux en bas qui attendent. On ne parle pas des accords? Des accords algériens? Franco-algériens? Si, on peut. Oui. Tu veux commenter? Oui, ce serait bien. Moi, je veux simplement dire un mot. Oui, je veux bien. Un mot avec votre permission. Comme ça, on finit sur ça. Voilà, c'est je suis tombé sur cette déclaration très intéressante d'Olivier Faure. Ah oui. Disant... Il ne faut pas simplement montrer sa force, ce qui veut dire qu'il faut le faire. Il faut aussi faire preuve de diplomatie. On dirait Mitterrand. C'est-à-dire que... J'ai pas entendu, excuse-moi. On dirait Mitterrand. Voilà, c'est ce que tu viens de dire. Olivier Faure, ce qu'il raconte. Pas seulement la force, aussi je crois pas. La diplomatie. Et ce que fait Olivier Faure, par cette déclaration, il légitime totalement Retailleau. Bah oui. Parce qu'il dit il faut aussi faire ça. Ça veut dire que Retailleau ne fait qu'une partie des choses. Ça veut dire que le meilleur allié de Retailleau, Bayrou et Macron, d'accord, c'est évident, c'est eux qui l'ont mis en place. Faure, Olivier, ce qui nous emmène, et je m'en voudrais si je ne fais pas une allusion à cela, au fait qu'il faut commencer dès maintenant à préparer les manifestations du 22 mars contre le racisme et l'extrême droite, parce que c'est un événement qui va être considérable dans le calendrier militant. On aura le temps vous aurez le temps d'y revenir, mais si moi je ne le disais pas, je manquerais à tout le monde. Merci beaucoup. Alors sur les accords, peut-être, sur les accords. Sur les accords. Je crois que c'était ça, non? C'était uniquement là-dessus. Non, c'est tout. Moi, je voulais pas accaparer. Tu veux dire autre chose sur les accords? Sur les accords, c'était les accords de 68 aussi? Non. Pas forcément. Non, je pensais que c'était ça. Hein. Non, d'accord. Mais tu peux, vas-y. Non, simplement, je voulais ajouter qu'après, qu'il y a un certain Hollande, dont l'histoire ne retiendra jamais le nom, bien évidemment, qui retournera à la poussière d'où il vient. Et c'est un certain Hollande. Tu veux dire le type qui est responsable de la mort de Rémi Fraisse? Exactement. Qui est responsable de la mort de Rémi Fraisse, qui est responsable de l'assassinat de Rémi Fraisse. Absolument, de l'assassinat, qui a voulu aussi mettre en place ce qu'on appelle déchéance de nationalité, hein, et quantité de belles choses comme ça. Celui qui a dit qu'il était prêt à faire un chant d'amour avec Netanyahou aussi, hein, rappelez-vous. C'est ce même Hollande qui récemment qui hier d'ailleurs a approuvé les mesures contre l'Algérie en disant qu'il fallait absolument agir contre l'Algérie. Voilà, donc il a le ton habituel. Il se souvient que c'est Guy Mollet, son prédécesseur, qui a initié la guerre d'Algérie en 56. Voilà un petit peu. Donc la social-démocratie française est tout à fait dans sa tradition coloniale. On n'en attendait pas moins d'elle.